Chapitre 32 Cétologie. Déjà nous voici lancés hardiment sur la mer profonde, mais nous allons bientôt nous perdre sur son immensité, sans port et sans rivage. Avant que le Péquod n'aborde flanc contre flanc, le Léviathan incrusté de bernacles, il serait bon de se pencher sur une étude presque indispensable à la bonne compréhension des surprises qu'il nous réserve et aux allusions de toute nature qui vont suivre. Je voudrais à présent vous exposer des vues systématiques sur la baleine et ses diverses espèces. Je ne tenterai rien moins que d'établir une classification d'éléments chaotiques, et cela n'est pas tâche facile. Voici ce qu'en disent les auteurs les plus récents et les plus compétents. Aucune branche de la zoologie n'est aussi confuse que celle que l'on nomme cétologie, dit le capitaine Scoresby en 1820. Il n'entre pas dans mes intentions, en admettant que ce soit en mon pouvoir, d'approfondir quelle serait la juste méthode à employer pour diviser les cétacés en groupes et familles. Le désordre et l'obscurité sont le fait des historiens de cet animal, cachalot, dit le chirurgien Beale en 1839. Incapable de poursuivre une étude dans ses incommensurables profondeurs, un voile opaque enveloppe notre connaissance des cétacés. Un chemin semé d'épines. Ces vagues notions ne font qu'aiguiser notre tourment à nous autres naturalistes. C'est en ces termes que s'exprime le grand Cuvier, John Hunter et Leçon, ces lumières de la zoologie et de l'anatomie. Néanmoins, bien que la connaissance soit mince, les livres sur la question ne manquent pas ni, bien que pauvres d'apport, les passages sur la cétologie ou science des cétacés. En voici quelques-uns. Les auteurs de la Bible, Aristote, Pline, Aldrovand, Sir Thomas Browne, Gesner, Ray, Linné, Rondelet, Willoughby, Green, Artedi, Sibald, Brisson, Martens, Lacépède, Bonater, Desmarais, le baron Cuvier, Frédéric Cuvier, John Hunter, Owen, Scoresby, Beale, Bennett, J. Ross Brown, l'auteur de Miriam Coffin, Olmsted et le révérend T. Cheever. Dans quelles intentions de généralisation ils ont tous écrit, les citations qui précèdent le montrent bien. Parmi ces auteurs, seuls ceux qui viennent après Owen ont vu des cétacés vivants, et un seul d'entre eux fut un baleinier et un harponneur professionnel. Je veux parler du capitaine Scoresby. Mais Scoresby ne savait rien et ne fait pas même mention du cachalot, à côté duquel il ne vaut même pas la peine de parler de la baleine franche. Et disons ici que la baleine du Groenland usurpe la royauté des mers, car elle n'est à aucun égard le plus grand des cétacés. Pourtant, à cause de la longue revendication de ses droits et de l'ignorance profonde où l'on était, jusqu'à ces 70 dernières années, du cachalot inconnu et fabuleux, de cette ignorance qui sévit encore, en dehors de quelques rares milieux scientifiques et des ports baleiniers, cette usurpation put être absolue. Tous les grands poètes de l'Antiquité, lorsqu'ils font allusion au Léviathan, vous diront que la baleine du Groenland est pour eux le roi incontesté des océans. Mais le temps de la justice est venu. C'est Charing Cross. Écoutez bien, bonnes gens, la baleine franche est déposée, le grand cachalot règne désormais. 2 livres seulement prétendent vous montrer le cachalot vivant et y parviennent jusqu'à un certain point. Ce sont ceux de Beale et de Bennett qui furent tous 2 chirurgiens de bord sur des navires anglais dans les mers du Sud. La substance à tirer de leurs ouvrages au sujet du cachalot est inévitablement mince, mais d'excellente qualité, bien que limitée presque uniquement à la description scientifique. Mais jusqu'à ce jour, le cachalot, qu'il soit abordé par la science ou par la poésie, n'a vu retracer toute sa vie dans aucune littérature. Alors qu'on a parlé de bien d'autres chasses aux cétacés, l'épopée du cachalot n'est pas encore écrite. Les différentes espèces de cétacés demandent une nomenclature accessible à tous, nous en ferons une ébauche qu'à l'avenir les chercheurs compléteront, chacun dans sa spécialité propre. Et puisqu'il ne se présente pas un homme plus qualifié pour empoigner cette affaire, je vais risquer ici mes modestes tentatives. Je ne proposerai pas un traité sans lacune car, dans les entreprises humaines, tout ce qui se prétend intégral ne peut être qu'erroné pour cette raison même. Je ne prétends pas donner une description anatomique détaillée des différentes espèces, ni, ici du moins, une longue description quelle qu'elle soit. Je tends seulement à établir un schéma de systématisation en matière de cétologie, je serai l'architecte et non le bâtisseur.
Mais c'est une lourde tâche. Un simple trieur de lettres à la poste n'en viendrait pas à bout. Tâtonner à leur suite au fond des mers, approcher les mains des indicibles fondations, des côtes, du bassin même de la terre, c'est une tentative effrayante. Qui suis-je pour prétendre mettre un jonc dans les narines du Léviathan? Les sarcasmes dont Job se vit accablé peuvent bien me glacer de terreur. Fera-t-il, le Léviathan, un accord avec toi? Tout espoir de le prendre s'évanouit. Mais j'ai traversé à la nage les bibliothèques et fait voile sur les océans. J'ai eu affaire avec les baleines, avec les mains que voici, je suis sincère, et je vais me risquer. Il y a toutefois quelques préliminaires à établir. Tout d'abord, que la cétologie en soit encore au stade incertain et indéfini de son enfance, un seul fait suffirait à le prouver. On discute parfois encore la question de savoir s'il faut ou non classer les cétacés dans le genre des poissons. Dans son Systema Naturae, 1776, Linné déclare « Désormais je ne mentionnerai plus les cétacés parmi les poissons ». Mais, je le sais, jusque vers 1850, et malgré l'affirmation formelle de Linné, les requins, les différentes espèces d'aloses, tout comme les harengs, étaient considérés au même titre que le Léviathan, parce que habitants d'une même mer. Linné donne les raisons pour lesquelles il s'appuie pour dire que les cétacés ne participent pas du seul océan, à cause de leur sang chaud, de leur cœur biloculaire, de leurs poumons, de leurs paupières mobiles, de leurs oreilles sans pavillon externe, penam intrantam féminum mammi lactantam, 3, et enfin ex lege naturae jure méritoc, 4. J'ai soumis cette question à mes amis Siméon Messé et Charlet Coffin de Nantucket, qui furent tous deux mes compagnons d'ordinaire lors d'un certain voyage, et tous deux s'accordèrent à reconnaître que ces arguments étaient insuffisants. Charlet eut même l'impiété de dire que c'étaient des balivernes. Qu'on sache donc que, faisant fi de tout argument, je vais tabler sur la bonne vieille croyance qui fait de la baleine un poisson, et que j'implorais le soutien du Saint Jonas. Ce point essentiel étant fixé, le suivant est celui-ci. Quelles sont les caractéristiques physiques qui distinguent les cétacés des autres poissons? Linné, dans le passage précité, les énumère, j'ajoute plus succinctement, des poumons, le sang chaud tandis que tous les autres poissons ont le sang froid et point de poumons. Ensuite, quelle définition allons-nous donner de la baleine d'après son aspect extérieur, de façon que son signalement reste valable pour les temps à venir? En bref, la baleine est un poisson souffleur dont la queue est horizontale. Tout est là, car pour laconique que soit cette définition, elle est le fruit de longues méditations. Un morse souffle joliment comme une baleine, mais le morse n'est pas un poisson parce qu'il est amphibie. La seconde donnée de ma définition, liée à la première, est décisive. Presque tout un chacun a pu remarquer que les poissons familiers aux terriens n'ont pas la queue horizontale, mais verticale, tandis que d'une forme analogue, chez les poissons souffleurs, elle est invariablement horizontale. Par cette définition, je n'entends nullement exclure de la confrérie léviathanesque une quelconque créature marine jusqu'ici appelée cétacée par les Nantuckets les mieux informés, ni d'autre part les apparenter à des poissons jusqu'ici considérés par des gens compétents comme leur étant étrangers. 5. Dès lors, tous les poissons de moindre dimension, souffleurs et plagures entreront dans le plan iconographique de la cétologie. Et maintenant établissons les grandes divisions dans la région des cétacés. Tout d'abord, selon leur ordre de grandeur, je sépare en volumes, subdivisibles en chapitres, tous les balinoptères tant petits que grands. I. La baleine 1 folio. 2. La baleine 1 octavo. 3. La baleine 1 dose. Comme type de l'un folio, je donnerai le cachalot, de l'un octavo le grand puce ou orque épaulard, de l'un 12 le marsouin. 1 folio. J'y inclus les chapitres suivants: ail, le cachalot, 2, la baleine franche, 3, le rorqual commun, âtre, la jubarte, V, la baleine à dos en rasoir, 6, le sulfure bottom. Livre I, un folio, chapitre I, le cachalot. Ce cétacé fut vaguement connu par les anciens Anglais sous le nom de trumpeau, fisté, et baleine à tête d'enclume. C'est l'actuel cachalot des Français, le potoile des Allemands
et le macrocéphalus de la terminologie recherchée. C'est sans aucun doute le plus grand habitant du globe, le cétacé le plus redoutable à affronter, le plus majestueux d'aspect, et enfin, de loin, celui qui a la plus grande valeur commerciale, car c'est la seule créature qui fournisse le spermacétie, substance d'un prix inestimable. Nous nous étendrons, au cours du récit, sur toutes ces autres singularités. Je traiterai surtout de son nom pour le moment. Considéré du point de vue philologique, il est absurde. Il y a de cela quelques siècles, alors que sa personnalité était parfaitement inconnue, qu'on en tirait par hasard de l'huile, que s'il se trouvait échoué, il semble qu'on pensait généralement que le spermacétie provenait d'un cétacé identique à celui que l'on nomme en Angleterre baleine du Groenland ou baleine franche. On croyait également que ce même spermacétie était la liqueur séminale de cette baleine franche, ce que suggère littéralement la première moitié du mot. En ces temps-là encore, le spermacétie était d'une extrême rareté, et on ne l'utilisait pas pour en faire des bougies, mais uniquement comme onguent et médicament. On ne pouvait l'obtenir que chez l'apothicaire, comme de nos jours vous y allez quérir une once de rhubarbe. Je pense que plus tard, lorsque fut connue la nature véritable du spermacétie, les marchands lui conservèrent son nom primitif afin d'augmenter sa valeur grâce à la notion de rareté qu'il impliquait. Mais la dénomination de baleine à spermacétie est enfin revenue à qui de droit. Livre I, chapitre 2, la baleine franche. À certains égards, elle est le plus vénérable des léviathans, ayant constitué le premier gibier poursuivi par les baleiniers. On lui doit ce qui est communément connu sous le nom de fanon ou de baleine, et l'huile dénommée huile de baleine, peu cotée commercialement. Par les baleiniers, elle est indifféremment appelée la baleine du Groenland, la baleine noire, la grande baleine, la baleine vraie et la baleine franche. L'identité des espèces demeure très obscure sous ces noms de baptême si généreusement multipliés. Quelle est donc alors la baleine que je donne en deuxième exemple dans mes infolios? C'est la grande Mysticetus des naturalistes anglais, la baleine du Groenland des baleiniers britanniques, la baleine franche des baleiniers français, la Grönlandsval des Suédois. C'est la baleine qui, pendant plus de 2 siècles, a été classée par les Hollandais et les Anglais dans les eaux arctiques. C'est celle que les Américains ont longuement poursuivie dans l'océan Indien, sur les bancs du Brésil, sur la côte nord-ouest et en bien d'autres régions du monde qu'ils appelaient les parages de chasse à la baleine franche. Certains prétendent différencier la baleine du Groenland des Anglais de la baleine franche des Américains. Pourtant, ils s'accordent quant à ses caractéristiques majeures et n'ont pas encore avancé un seul fait précis sur lequel appuyer une distinction fondamentale. C'est en raison de subdivisions sans fin, fondées sur des différences peu probantes, que certaines branches des sciences naturelles sont devenues d'une complexité rebutante. Nous parlerons plus longuement de la baleine vraie ailleurs, dans le but de porter une lumière sur le cachalot. Livre I, Infolio, chapitre 3, le dos en rasoir. Je désigne sous ce nom le monstre qui, sous des appellations diverses de rorqual, grand souffleur et longimane, a été vu dans presque toutes les mers. Son souffle élevé a été bien souvent décrit par les passagers traversant l'Atlantique sur le paquebot de New York. Quant à sa longueur et à ses fanons, le rorqual ressemble à la baleine vraie, mais il est plus élancé et d'une couleur plus claire tirant sur l'olivâtre. Ses grandes lèvres ont un aspect festonné dû aux plis traversés de larges sillons. Sa caractéristique essentielle est l'aileron auquel il doit son nom, fin bec, et qui attire le regard. Cet aileron, qui se dresse à l'extrémité de son dos, mesure 2 ou 3 pieds de long et forme un triangle extrêmement aigu à sa pointe. Même lorsqu'on n'aperçoit rien de son corps, cet aileron émerge parfois très visiblement au-dessus de la surface. Lorsque la mer est suffisamment calme, gravée de fins cercles concentriques, que cet aileron se dresse pareil au style d'un cadran solaire et projette son ombre sur le froissement de l'eau, on dirait qu'il indique des heures mouvantes et liquides. Sur ce cadran d'achase, l'ombre va souvent à rebours. Le rorqual n'est pas grégaire, il semble haïr ses semblables à l'instar de certains hommes. Très timide, toujours solitaire, il émerge de façon inattendue dans les eaux les plus lointaines et les plus mornes. Son souffle droit, haut, unique, s'élève comme le fût d'un arbre farouche.
seul dans une plaine nue. Doué d'une force et d'une rapidité étonnantes, sa nage semble défier la poursuite de l'homme. Ce Léviathan semble être le Caïn maudit et irréductible de sa race, marqué au fer sur le dos. Étant donné qu'il a la bouche garnie de fanons, le rorqual est souvent inclus dans le groupe des baleines vraies, dans l'espèce appelée théoriquement cétacés à fanons, c'est-à-dire à baleines. Ces cétacés à fanons semblent comprendre des genres nombreux dont la plupart sont malheureusement peu connus. Les baleiniers leur donnent des noms divers, baleines à gros nez, à bec, à bonnet, à tuyaux, rostrées. Au sujet de cette nomenclature à fanons, il est important de relever que, si elle est très pratique pour désigner certaines espèces de cétacés, il serait vain d'espérer qu'elle permette une classification précise du Léviathan d'après ses fanons, ses bosses, ses ailerons ou ses dents, bien que ces traits caractéristiques semblent plus aptes à fournir les fondements d'une cétologie que toute autre partie de leur anatomie. Et ensuite, fanons, bosses, ailerons et dents, voilà qui est réparti sans discrimination parmi toutes sortes de cétacés, sans qu'ils aient pour autant des traits communs beaucoup plus essentiels. Ainsi, le cachalot et la baleine à bosse sont tous deux bossus et là s'arrête leur ressemblance. Et cette même baleine à bosse, tout comme la baleine du Groenland, a des fanons et les similitudes s'arrêtent là. Il en va de même pour les dents, etc., dont nous venons de parler. Dans différentes espèces de baleines, ces éléments se combinent irrégulièrement ou si l'on en isole un, on ne peut établir une méthodologie sur une base aussi peu sûre. C'est un écueil où échouèrent tous les naturalistes spécialisés en cétologie. Mais on pourrait penser que l'anatomie interne d'un cétacé permet une plus juste classification. Non, qu'est-ce qui, dans la baleine franche, paraît plus remarquable que ces fanons? Or nous venons de voir qu'elle est impossible à classer d'après eux. Et si vous pénétrez jusque dans les entrailles des divers léviathans, vous n'y trouverez pas un 50e de caractéristiques plus utiles que les caractéristiques extérieures. Que reste-t-il? Rien d'autre à faire qu'à empoigner les cétacés en masse et à les classer hardiment par ordre de grandeur. C'est le système bibliographique que j'adopte ici et le seul possible. Je continue. Livre, un folio, chapitre 4, la jubarte ou baleine à bosse. On voit souvent cette baleine au large de la côte nord de l'Amérique, où elle a souvent été prise et remorquée vers les ports. Elle porte un véritable ballot de colporteur sur le dos, et vous pourriez aussi bien la nommer baleine-éléphant ou howdah. Quoi qu'il en soit, ce nom qu'on lui donne vulgairement ne suffit pas à la distinguer car le cachalot porte également une bosse, mais de moindre importance. L'huile qu'elle fournit n'a pas grande valeur. Elle est à fanon. C'est la plus joueuse et la plus gaie des baleines. Elle soulève une écume plus pétillante et plus blanche que les autres cétacés. Livre I, un folio, chapitre V. Rorqual ou baleine à dos de rasoir. On sait peu de choses de cette baleine en dehors de son nom. Je l'ai aperçue au large du cap Horn. De nature repliée, elle évite également les chasseurs et les philosophes. Bien qu'elle ne soit pas lâche, elle ne montre jamais autre chose que son dos qui forme une longue arête tranchante. Laissons-la courir. Je ne sais rien de plus à son sujet et personne d'autre non plus d'ailleurs. Livre I, un folio, chapitre 6, Sulphur Bottom. Autre gentilhomme ermite dont le ventre a dû prendre sa couleur soufrée à racler les toits de l'enfer lorsqu'il sonde les plus grandes profondeurs. On le voit rarement, du moins je ne l'ai jamais vu ailleurs que dans les plus lointaines mers du Sud et point d'assez près pour étudier sa mine. On ne le chasse pas car il s'enfuirait avec la production de lignes de toute une corderie. On raconte à son sujet des merveilles. Adieu Sulphur Bottom, je ne puis rien dire de plus sur toi sans mentir, et nul des plus vieux nantuquets n'en pourrait dire davantage. Fin du livre I, un folio, début du livre 2, un octavo. In octavo, 6. Celui-ci embrasse les cétacés de taille moyenne parmi lesquels on compte à présent. I, le grand puce, 2, la baleine pilote ou poisson noir, 3, le narval 4, le batteur V, le tueur. Livre 2, un octavo, chapitre I, le grand puce, ce poisson, dont la respiration, ou plutôt le souffle d'une vigoureuse sonorité a suggéré un proverbe otérien, si bien qu'il soit un citoyen des profondeurs, n'est pas communément classé parmi les baleines.
mais étant donné qu'il a toutes les caractéristiques distinctives du Léviathan, la plupart des naturalistes l'ont admis comme tel. Il compte parmi les 1 octavo de taille moyenne, mesurant de 15 à 25 pieds de long et d'un tour de taille correspondant. Il voyage en troupe, on ne le chasse pas systématiquement, bien qu'il fournisse une quantité d'huile assez considérable et d'assez bonne qualité. Quelques baleiniers le considèrent comme annonçant à sa suite le grand cachalot. Livre 2, 1 octavo, chapitre 2, le poisson noir. Je donne à tous ces poissons les noms que leur donnent familièrement les baleiniers, car ce sont en général les meilleurs. Lorsqu'un de ces noms me paraîtra vague ou inapproprié, j'en suggérerai un autre. C'est ce que je vais faire au sujet du poisson noir, ainsi appelé parce que la noirceur est le propre des cétacés. De sorte que si vous voulez bien, nous l'appellerons baleine hyène. Sa voracité est bien connue et les commissures internes de ses lèvres remontent de sorte qu'il paraît éternellement ricaner de manière méphistophélique. Il mesure en moyenne de 16 à 18 pieds de long, on le trouve sous presque toutes les latitudes, il a une façon à lui de montrer en nageant son aileron dorsal courbe qui fait penser à un nez romain. Lorsqu'ils ne trouvent pas de meilleur gibier, les chasseurs de cachalots capturent parfois la baleine hyène, afin de maintenir leur réserve d'huile inférieure pour les usages courants, tout comme les ménagères économes. Lorsqu'elles se trouvent absolument seules à la maison brûlent un suif malodorant plutôt qu'une cire parfumée. Bien que leur couche de lard soit mince, quelques-unes de ces baleines donnent parfois jusqu'à 30 gallons d'huile. Livre 2, in octavo, chapitre 3, le narval, c'est-à-dire la baleine à nez. Voilà un exemple de dénomination assez curieux qui doit venir, je pense, de la singulière corne qui dut être prise pour un nez pointu. Cet animal mesure quelques 16 pieds de long, tandis que sa corne en a 5, atteignant même parfois 10 pieds et même 15. À vrai dire, cette corne n'est qu'une longue défense qui prend racine dans l'os de la mâchoire supérieure et se développe à gauche seulement, ce qui rend son propriétaire peu séduisant et lui donne un air emprunté de gaucher. À quoi sert précisément cette défense ou cette lance d'ivoire, il serait difficile de le dire. Elle ne semble pas correspondre à l'usage que l'espadon et l'espadon à bec font de leurs épées, quoique des pêcheurs m'aient dit que le narval l'utilisait pour sarcler le fond de la mer, en quête de nourriture. Selon Charlet Coffin, il s'en servirait pour percer la glace, car venant à se trouver dans les mers arctiques, sous une couche de glace et cherchant à émerger, il y vrillerait un trou avec sa défense et se libérerait de la sorte. Mais rien ne prouve que ces suppositions soient justes. Quant à moi, je pense que si le narval fait vraiment usage de son unicorne, de quelque façon que ce doit être comme d'un coupe-papier lorsqu'il lit des pamphlets. J'ai entendu appeler le narval baleine à défense, baleine à cornes et licorne. C'est certainement l'un des plus curieux exemples d'oniconisme qu'on puisse trouver dans tout le règne animal. Certains auteurs monastiques anciens m'ont appris que cette défense de la licorne de mer était autrefois considérée comme un puissant antidote contre le poison et que les préparations qu'on en tirait atteignaient, dès lors, des prix exorbitants. On la distillait aussi en sel volatile pour dames défaillantes, tout comme on en fait avec des cornes de cerf. À l'origine, elle était tenue pour une véritable curiosité en soi. Le recueil d'Hakluyt m'apprend que lorsque la reine Élisabeth fit élégamment un signe de sa main chargée de bagues, d'une fenêtre du palais de Greenwich, à Sir Martin Frobisher de retour de son voyage, tandis que son hardi vaisseau descendait la Tamise, lorsque Sir Martin revint de ce voyage, dit ce recueil, les genoux ployés, il présenta à son Altesse une corne de narval prodigieusement longue qu'on put voir longtemps après au château de Windsor. Un auteur irlandais déclare que le comte de Leicester s'agenouilla également pour faire présent à son Altesse d'une autre corne provenant, celle-là, d'une licorne terrestre. Le narval a une robe pittoresque semblable à celle du léopard, dont le fond est d'une blancheur laiteuse et parsemé de taches noires rondes ou oblongues. Son huile est de qualité supérieure, claire et pure, mais il en fournit peu et il est rarement chassé. On le trouve principalement dans les mers polaires. Livre 2, 1 octavo, chapitre 4, le tueur. Les Nantuckais ne savent pas grand-chose de ce cétacé et les naturalistes rien du tout. Pour ce que j'en ai vu à distance, je dirais qu'il est à peu près de la taille d'un grand puce. C'est une brute, un cannibale des Fidji. Il attrape parfois au lip les baleines du format in folio
s'y suspend comme une sangsue jusqu'à ce que le monstre puissant soit harassé, jusqu'à la mort. On peut objecter que ce terme de tueur n'est pas distinctif car, tant sur mer que sur terre, nous sommes tous des tueurs, les Bonaparte comme les requins. Livre 2, 1 octavo, chapitre V, le batteur. Ce personnage est connu pour sa queue, dont il se sert comme d'une férule pour fouetter ses ennemis. Il monte sur le dos des baleines in-folio et tout en nageant, cingle sa monture et se fraye sa route, comme certains maîtres d'école le font dans le monde. On en sait encore moins au sujet du batteur que du tueur. Tous deux sont des hors-la-loi, même dans une mer sans loi. Fin du livre 2. Début du livre 3, 1-12. In 12 comprend les cétacés de moindre grandeur. I, le marsouin hourra. 2, le marsouin pirate. 3, le marsouin à bec blanc. À ceux qui ne sont pas familiers du sujet, il peut paraître étrange que des poissons ne dépassant pas 4 à 5 pieds soient classés parmi les baleines, le mot évoquant, pour le commun des mortels, la notion d'énormité. Pourtant ces animaux, format 1-12, sont bel et bien des cétacés, selon les termes de ma propre définition, un souffleur ayant une queue horizontale. Livre 3, 1-12, chapitre I, le marsouin hourra. Le marsouin commun fréquente toutes les mers du globe. Ce nom est de mon invention personnelle, car il y a plus d'une espèce de marsouin, et il convient de faire quelque chose pour les distinguer les uns des autres. Je l'ai appelé ainsi parce qu'ils nagent toujours en bandes joyeuses qui, sur la mer immense, font des bonds en l'air, pareils au chapeau de la foule du 4 juillet. Les marins saluent avec bonheur leur arrivée. Pleins de bonne humeur, ils viennent invariablement de la vague moutonnante au vent. Ce sont des gars qui vivent toujours à vos vents. Ils passent pour être de bon augure. Et si vous-même vous résistez à pousser 3 vivas à la vue de ces poissons pleins d'entrain, alors que le ciel vous vienne en aide, l'esprit enjoué de la sainteté n'est pas en vous. Un marsouin hourra bien nourri, et dodu vous donnera un bon gallon de bonne huile, et le liquide pur et délicat que l'on extrait de sa mâchoire a une valeur inestimable. Il est très demandé des joailliers et des horlogers, et les marins en huilent leurs pierres à aiguiser. La chair du marsouin est un plat recherché. Il ne vous est peut-être pas venu à l'esprit qu'un marsouin souffle, et à vrai dire son souffle est si faible qu'on le remarque difficilement, mais à la prochaine occasion, regardez-le bien. Vous verrez alors le modèle réduit du grand cachalot lui-même. Livre 3, 1-12, chapitre 2, le marsouin pirate. Un vrai pirate, très féroce, je crois qu'on ne le trouve que dans le Pacifique. Il est un peu plus grand que le marsouin commun, mais d'apparence assez semblable. Provoqué, il s'attaquera à un requin. J'ai souvent mis à la mer pour le chasser, mais je n'en ai jamais vu capturer. Livre 3, 1-12, chapitre 3, le marsouin à bec blanc. La plus grande espèce de marsouin, pour autant qu'on le sache, ne fréquente que le Pacifique. Le seul nom anglais par lequel on le désigne est celui que lui donnent les pêcheurs. Marsouin baleine franc, parce qu'on le trouve dans le voisinage de cet infolio. Il diffère quelque peu du marsouin commun. Sa forme est moins rondelette, moins gironde. En fait, il a une silhouette déliée et aristocratique. Il n'a pas de nageoire dorsale comme la plupart des marsouins, mais une queue ravissante et l'œil indien, sentimental et couleur noisette. Malheureusement, sa bouche enfarinée le défigure. Bien que son dos et sa nageoire caudale soient absolument noirs, il est délimité sans transition, comme la coque d'un navire par la ligne de flottaison, par ce qu'on appelle la ceinture claire qui le sépare de la tête à la queue, noir dessus et blanc dessous. La partie inférieure de sa tête et sa bouche sont entièrement blanches, de sorte qu'il a l'air de sortir d'une coupable visite à un sac de farine, une pauvre mine de papier mâché. Son huile est sensiblement la même que celle du marsouin commun. Il n'y a plus de formats inférieurs à l'1-12. Les marsouins sont les plus petits cétacés. Au-dessus, tous les léviathans marquants. Mais il y a aussi une foule indéterminée, fugace, de baleines à demi fabuleuses que je connais de réputation en tant que baleinier américain, mais pas personnellement. Je les passerai en revue selon les noms qu'on leur donne sur le gaillard d'avant, car une telle liste peut être utile à de futurs chercheurs qui pourront la compléter.
Si l'on prend et marque les baleines dont les noms suivent, elles pourront aussitôt être cataloguées selon les formats. Un folio, in octavo et un 12. La baleine à nez de bouteille, la baleine à pâté, la poscope, la baleine du cap de Bonne-Espérance, la baleine pilote, la baleine rugueuse, la baleine de Biscay, la baleine à ventre lisse, la baleine éléphant, la seille, la baleine grise, la baleine bleue, etc. D'après les autorités islandaises, hollandaises et anglaises, on pourrait dresser encore d'autres listes de baleines mal connues, baptisées de toutes sortes de noms barbares. Je les passe sous silence, car ce sont des termes inusités, et je ne puis m'empêcher de le penser, des mots qui ne signifient rien bien que léviathanesques. Pour finir, comme je l'avais dit au départ, ce système ne saurait trouver ici son aboutissement. Vous ne pouvez manquer de reconnaître que j'ai tenu parole, et je laisse ma classification cétologique inachevée, comme la grande cathédrale de Cologne fut abandonnée, la grue demeurant sur la tour non terminée. Les petites constructions peuvent bien être menées à terme par leur premier architecte, mais la postérité doit parfaire les œuvres grandes et vraies. Dieu me garde de jamais achever quoi que ce soit. Tout ce livre n'est qu'une ébauche, non, l'ébauche d'une ébauche. Autant force, argent et patience.